Et tout de suite, vous retrouvez Julien Arnaud avec le visiteur du soir. Et notre visiteur du soir, aujourd'hui, c'est Gaspard Koenig qui sort ce livre, Les aventuriers de la liberté. Gaspard Koenig, chantre de la liberté et du libéralisme, mais vous aviez un petit peu peur de vous enquister, d'être un intellectuel en chambre d'une certaine façon, assis sur votre chaise comme ça, à phosphorer tout seul. Vous aviez envie de vous confronter à ceux qui se battent pour plus de liberté dans le monde, et donc vous avez voyagé. Oui, parce que c'est bien beau de lire des livres et d'en écrire et de faire de la théorie politique, mais à un moment donné, c'est important d'aller voir les gens qui mènent des expériences radicales de liberté. Et c'est vrai qu'en allant au contact du terrain, j'ai découvert des choses et j'ai changé dans un certain nombre d'opinions que je pouvais avoir. Et Tocqueville disait déjà il y a 2 siècles que le problème des intellectuels français, c'est l'abstraction dans laquelle ils excellent, mais qu'ils n'ont pas de contact, d'interaction, de dialectique avec le monde réel. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, mais en même temps j'ai choisi des figures assez exceptionnelles ou marginales. Oui. Et c'était ça qui était intéressant, c'était aller dans le monde entier. Des extrémistes de la liberté. Absolument, sous toutes ses formes. Et finalement, on peut être extrémiste de manière très différente. Les hackers de Berlin sont extrémistes contre la surveillance sur Internet, ils refusent le smartphone, parfois ils refusent même d'avoir un portable. Parlons-en justement, vous racontez cette scène, vous vous retrouvez à Berlin dans un bar avec plein de cette communauté qui est très très dense là-bas et vous dites, au bout d'un moment je me rends compte qu'il y a quelque chose qui détonne dans le paysage et vous remarquez que c'est ça, il n'y a personne qui est sur son portable comme ça, il n'y a aucun portable qui sonne et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus l'habitude. Ce qui est intéressant c'est que c'est des gens qui sont à la pointe de la technologie, qui savent 1000 fois mieux que moi comment tout ça marche et qui du coup s'en méfient énormément. Et pour eux, un smartphone c'est un mouchard. Rien de plus. Oui. C'est un anathème quand on est dans cette communauté que d'imaginer sortir un smartphone. Et donc ils sont très rigoureux dans la protection de l'individu contre l'espionnage ou la surveillance sur Internet, qu'elle vienne de l'État ou qu'elle vienne des grandes compagnies. Et ils organisent ce qu'ils appellent des crypto-parties dans les arrière-cours des bars polonais de Berlin-Est, où ils apprennent aux novices comme moi à se protéger un minimum sur Internet. Ça sonne comme ça résonne de façon un peu sectaire, les crypto-parties. Oui, mais il y a toute une mythologie. Oui. Et c'est pas des gens qui sont faciles d'accès. Donc pour s'introduire dans cette communauté, il faut un peu de patience, il faut connaître des gens, il faut être introduit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et peu à peu, quand ils commencent à vous apprivoiser, eh bien ils vous montrent tous leurs secrets. Et il y a effectivement, c'est un monde en soi. C'est comme un oignon dont on enlève les différentes tuniques pour aller jusqu'au cœur. C'est ça. Et on enlève les tuniques et je suis sans doute pas arrivé jusqu'au cœur parce qu'il y a toute une dramaturgie qui va avec le hacking. Alors vous racontez ces rencontres, vous les avez déjà racontées sous forme de reportage dans Le Point, mais là vous les enrichissez de réflexions sur la thématique que vous explorez lors de ces voyages. Et donc vous revenez sur Internet, ce côté ultra-surveillance. Alors vous dites, on nous vend l'idée selon laquelle Internet c'est gratuit, donc le prix à payer c'est cette ultra-surveillance et cette publicité ultra ciblée. Vous dites, il y a une bonne expression, vous dites c'est un pacte softien au lieu d'un pacte faustien. Finalement, est-ce que c'est pas normal de payer le prix de la gratuité avec ses caractéristiques commerciales et publicitaires? Oui, parce qu'à partir de chaque voyage, j'ai ensuite essayé de tirer des conclusions philosophiques ou politiques qui là du coup m'appartiennent. Oui. Et donc la question c'est comment protéger ces données, comment protéger ces datas aujourd'hui. Et la réponse du régulateur, c'est par les droits et les obligations. Vous allez avoir le droit à l'oubli, les plateformes vont avoir les obligations de dévoiler leurs algorithmes. Oui. Mais fondamentalement, vos données personnelles, celles que vous vendez à ces plateformes contre la gratuité, ne vous appartiennent pas. Ne vous appartiennent pas, donc vous ne pouvez pas les contractualiser, vous ne pouvez pas les négocier, vous ne pouvez pas les retenir. Vous êtes obligé de cliquer des terms and conditions, des conditions d'utilisation que personne ne comprend, qui font les terms and conditions de PayPal, font la longueur de Hamlet, qui va lire ça et quel individu va pouvoir le négocier avec PayPal. Donc c'est un contrat, comme on dit en droit, léonin, voilà, qui n'a aucune valeur juridique. Et on n'a pas le choix, d'une certaine façon. On est obligé de passer qui par PayPal, qui par Facebook, etc. On n'a pas le choix, on ne négocie pas. Et du coup, effectivement, cette extorsion de valeur énorme provoque l'enrichissement de ces plateformes qui, elles, sont valorisées des milliards sur le dos des producteurs premiers des datas. Quand on dit les datas, c'est le pétrole du 21e siècle, eh bien, il faut se demander qui produit le pétrole. Et c'est nous, c'est vous et moi. C'est vous et moi qui devrions être payés par Facebook si nous acceptions qu'ils utilisent nos données. On est dans un système qui n'est pas du tout libéral, on est dans un système d'oligopole d'une certaine façon. Complètement, on est dans un système d'extorsion et de rente. Alors il y a aussi une rencontre avec une Saoudienne qui vit au Québec et dont le mari a été fouetté et emprisonné pour avoir demandé plus de liberté. Ce qui vous inspire là aussi des réflexions sur la liberté, notamment la liberté des femmes et la liberté des femmes musulmanes. Et on arrive bien évidemment à la question du voile, la loi anti-voile.
vous êtes contre parce que ces femmes vous expliquent en gros on peut concilier liberté et voile islamique. Mais est-ce que vous comprenez que ce qui peut choquer dans le voile, c'est le côté comme une acceptation que le corps de la femme est une sorte d'incitation à la débauche. C'est ça qui est dérangeant au fond. J'entends bien, mais il faut comprendre que quand on vient de ces cultures qui sont extrêmement fortes, chacune a un chemin personnel vers l'émancipation. Dans le cas de Henza Faidar, que j'ai été rencontré au Québec, ce chemin est passé par un mode de vie totalement occidental. Oui. Et quand vous allez chez elle maintenant, elle est en jean, en cheveux si je puis dire, et elle commande des pizzas pepperoni avec du porc. Voilà. Et ses enfants ne reçoivent pas d'éducation religieuse. Mais quand vous lisez, quand elle vous raconte son enfance en Arabie Saoudite, c'est extraordinaire, parce qu'on a beau savoir que c'est répressif, à ce point-là, on ne l'imagine pas. C'est un peu comme dans l'école des femmes, où ces femmes vivent complètement cloîtrées, n'ont pas de contact avec un homme hors leur frère jusqu'à le jour de leur mariage, et doivent utiliser toutes sortes de ruses dignes de Roméo et Juliette, simplement pour avoir une entrevue avec leur fiancé. Et donc sur le voile, elle a décidé d'enlever son voile. Mais d'autres, et elle m'en a donné de nombreux exemples, d'autres décident de mener des combats féministes, des combats pour, par exemple, avoir le droit de conduire, des combats pour avoir le droit d'être considérée comme une majeure et non pas comme une mineure en Arabie Saoudite, oui, en continuant à porter leur voile pour des raisons qui leur appartiennent et qui n'ont rien à voir avec la domination masculine. Et ce qu'elle voulait me dire... Enfin, c'est là-bas. Ici, on est en France. Oui, mais ensuite, chacun doit s'approprier sa culture et trouver sa propre voie. Et on n'a pas, si vous voulez, je pense que la culture féministe occidentale était extrêmement homogène. Il y avait des mouvements extrêmement structurés avec une doctrine relativement unique. Il n'y a pas ça dans le monde arabe, il y a des initiatives beaucoup plus individuelles. Et moi, je me rappelle que quand j'avais écrit des papiers sur ça, sur le voile, j'avais reçu des messages de femmes voilées qui, clairement, par le ton de leur message, étaient éduquées et saines d'esprit et totalement responsables, qui me disaient on en a marre que d'autres femmes qui viennent d'une autre culture nous imposent leurs propres normes et leur conception de la dignité de la femme. Alors on continue le tour du monde avec la Chine. Il n'y a pas que ça, hein. Vous êtes allé aussi au Rwanda, vous êtes allé en Angleterre, il y a tout ça dans le livre. Mais peut-être sur la Chine, sur le plan économique, c'est assez intéressant parce que vous expliquez qu'en gros on a tendance en Occident à croire que si la Chine a pu avoir une croissance à 2 chiffres pendant des années, c'est parce que le régime est extrêmement autoritaire et que tout était bien tenu. Vous vous dites pas du tout. C'est au contraire quand ça s'est libéralisé que la machine économique s'est emballée. Et d'ailleurs maintenant qu'on resserre un petit peu la bride, ça marche moins bien. Exactement. Alors j'ai été voir un économiste libéral dissident chinois. Et en Chine, quand on est libéral, ça se paye vraiment puisqu'il a passé 10 ou 15 ans dans les camps de travail, aux travaux forcés sous Mao et qu'aujourd'hui encore, il est régulièrement surveillé par la police, passe quelques nuits en prison. D'ailleurs, ses amis sont arrêtés votre et que moi-même rendez-vous, j'étais surveillé. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est quand même assez désagréable comme atmosphère, la Chine de nos jours, du point de vue de la surveillance. Et effectivement, ce dont on nous a dit, c'est la fin de l'histoire. Vous savez, Fukuyama disait c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire désormais l'économie de marché, la démocratie vont aller main dans la main. Il nous a dit non, c'est la fin de l'histoire, il y a d'autres modèles. Finalement, le modèle autoritaire marche très bien en économie. Oui. Et en fait, on s'aperçoit que et quand on parle à cet économiste, à Mao Yushi, on s'aperçoit que les moments où la Chine a vraiment décollé, notamment dans les années 90, c'était suite à des réformes de libéralisation et qu'aujourd'hui, finalement, ils sont toujours dans un système d'économie communiste, extrêmement administré, où le droit de propriété n'existe pas, où il n'y a pas proprement de respect des contrats, où dès que les investisseurs ont fait un peu d'argent, ils s'empressent d'envoyer leurs fonds à l'étranger, et où donc cette économie a atteint son plafond de verre, ce qu'on voit très bien maintenant. Comment voulez-vous passer de l'économie industrielle, qui elle peut être dirigée, à une économie de l'innovation, quand vous n'avez pas de liberté d'expression. Et donc ce que la Chine prouve paradoxalement aujourd'hui, c'est que oui, liberté économique et liberté politique restent indissociablement liées. On va revenir en France, si vous le voulez bien, pour quelques secondes, parce que le libéralisme, on a l'impression, est en train de triompher en France. Hein. François Fillon a fait un score de 66%, Emmanuel Macron est également dans la course. Est-ce que le libéralisme qu'ils défendent l'un et l'autre à leur façon correspond à celui que vous souhaitez pour le pays ? Il y a plein de variantes du libéralisme et je dirais que depuis sa conception au XVIIIe siècle français, il a pris un chemin à gauche qui est passé par Proudhon et qui peut-être aujourd'hui conduit à Emmanuel Macron. Il a pris un chemin à droite qui est passé par Guizot et qui peut-être aujourd'hui conduit à François Fillon. Il y a plein de nuances et on pourrait développer leur programme, mais je vois que ça reflète un réel besoin de liberté sous toutes ses formes et que ça c'est très sain pour le débat politique. Et vous voterez pour lequel des deux ?
Je ne sais pas d'abord qui se présentera. Les deux vont se présenter, ça je vous l'annonce. Hein. Et ils n'ont pas encore la signature. Et moi, vous savez, je dois vous confesser que je ne vote pas l'élection présidentielle. D'accord. Parce que je déplore le principe même de cette élection. Bon, et ben comme ça, la réponse n'est pas très claire, mais bon, peu importe. On va poursuivre dans les confessions. Rebecca Fetoussi nous a rejoint, effectivement, on va continuer dans la confession, puisqu'elle dresse la carte de visite de notre visiteur du soir. Bonsoir Gaspard Koenig. Bonsoir. Alors pour vous présenter en quelques mots, j'ai envie de dire jeune prodige un peu énervant. Je vais m'expliquer. De moins en moins jeune. Mais toujours énervant, c'est ça. Toujours énervant. Vous écrivez votre premier roman à 22 ans. À 25 ans, vous écrivez les discours de Christine Lagarde à Bercy. À 27, vous partez à Londres pour être conseiller stratégique à la Banque européenne. Tout cela, évidemment, en ayant une vie privée, en ayant des enfants, une femme, en écrivant des pièces de théâtre, en jouant du piano. Sur votre compte Twitter, vous écrivez « Je suis une machine à écrire à forme humaine ». Même votre père dit que vous allez trop vite pour lui. Alors, c'est votre père qui est lent ou c'est vous qui êtes un homme pressé ? Vous voyez, j'en bégaye, donc je suis pas très rapide. Moi, j'ai toujours écrit, en fait. C'est pour ça que je me définis comme machine à écrire. Mais je pense qu'on peut écrire dans tous les domaines. Et qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à se restreindre à une branche ou un secteur ou une spécialisation, que ce soit dans l'écriture littéraire ou dans l'écriture d'essais ou philosophique. Et moi, je pense qu'il est important de mettre une pensée en forme sous tous ces aspects. Et que c'est pas être touche à tout que d'écrire des pièces de théâtre, des romans, des essais, des articles de journaux ou même des rapports plus studieux dans le cadre de mon think tank. C'est s'exprimer sous plein de formes différentes. Et quand vous regardez les écrivains du XVIIIe siècle, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Et leur conviction, leur personnalité s'exprimait à travers toutes ces formes. Et aujourd'hui, on n'ose plus faire ça. Et très rapidement, on trouve sa case. Et puis, on publie éternellement le même essai, ou on écrit un peu éternellement et on y est cantonné, le même roman. Et donc, je vois ce danger aussi. Et c'est important, c'était une raison d'ailleurs, sans doute, d'entreprendre ces voyages, que de s'aérer intellectuellement, de toujours se challenger et de toujours douter. De ne pas s'enfermer dans un système de pensée. S'il y a bien une leçon de la liberté ou du libéralisme, c'est ça. C'est de ne pas constituer de système fermé, de laisser des ouvertures, de laisser et de pouvoir changer d'opinion et de construire ainsi sa pensée. Je reviens quand même sur votre passage à Bercy où vous avez pas mal déchanté parce que vous comprenez à ce moment-là que finalement les ministres n'ont pas vraiment de marge de manœuvre. Et vous parliez d'écriture, vous dites les scribes des ministres recopient Wikipédia pour des discours comédiens. Quotidien, pardon. Vous, c'est un bon lapsus. C'est un beau lapsus. Vous, l'ancien élève de Normal Sup, vous ne recopiez pas Wikipédia. Rassurez-nous. Complètement, parce que ma ministre fait 3 ou 4 discours par jour. Ouais. Donc il faut bien à un moment donné trouver des éléments quelque part. Et en fait, ce que ça reflète, c'est le côté extrêmement chaotique, mais d'ailleurs extrêmement joyeux et sympathique des cabinets ministériels où tout se fait au dernier moment, où on doit constamment improviser, où on cherche les informations où on peut. Et des fois, Mais je me rappelle de moments où on demande des chiffres de croissance ou je ne sais quoi à l'administration qui envoie des câbles aux ambassades dans les différents pays pour rapporter en fait une information qu'on a trouvée sur Google 12 heures avant. C'est effrayant ce que vous dites, vous en avez conscience. Hein. Donc en un sens, et qui sont là à déchiffrer des télégrammes diplomatiques qui sont toujours écrits de manière complètement ça se passait comme ça, même oui, avec bon, j'exagère, hein, on peut toujours... Non, mais ça, c'est l'administration telle qu'elle fonctionne, et qui a quand même besoin d'être largement modernisée en France. Mais enfin, on peut toujours critiquer, être ironique, c'est facile aussi, hein, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Enfin, néanmoins, c'est le côté... et en même temps, c'était des exercices d'écriture extraordinaires. Oui. Parce qu'on vous dit, à 14h, il faut écrire un discours sur les PME dans une heure. Dans le Cher, pour exactement 15h45, quels sont les éléments, j'ai pas le temps, et il faut bien produire quelque chose. Ouais. Et donc, après ça, on n'a plus jamais l'angoisse de la page blanche. Et alors, du coup, vous déchantez tellement que vous avez décidé de vous lancer vous-même aux législatives, sous la bannière du Parti libéral-démocrate. Vous faites tout de même 4,4%. Elles vont jusqu'où, vos ambitions politiques ? D'abord, j'étais sous le seuil de remboursement. Oui, donc ça c'est dommage. Mais enfin, c'est pas mal. Ça a définitivement tué mes ambitions politiques. Non, sérieusement, vous en avez des ambitions politiques ? Non, mais justement, c'était une bonne leçon parce que j'ai compris que ce que j'ai aimé faire dans cette campagne, c'était défendre ces idées. Que ces idées, elles plaisaient parce que les gens s'y reconnaissaient, parce que effectivement le libéralisme voulait encore dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens, ce libéralisme total, tel que je le défends à la fois sur le plan sociétal, sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan institutionnel. Et donc, c'est ça que j'ai aimé. Et j'ai compris après cette campagne, justement, que j'étais pas fait pour aller glaner des voix ou pour entrer dans un parti. Chacun son boulot. Et je respecte ceux qui font ça. Mais on peut se partager les rôles. Moi, je pousse des idées.
Et ensuite, j'espère que c'est par exemple sur l'idée du revenu universel qu'on a beaucoup défendu avec mon think tank, c'est aujourd'hui une idée, vous voyez, qui n'est pas forcément... Qui fait son chemin dans le débat. Voilà, qui pose les termes du débat public. Et ça, c'est pour moi beaucoup plus satisfaisant que d'être dans un parti et d'en gravir les échelons studieusement. Les Aventuriers de la Liberté aux éditions Plomb, signé Gaspard Koenig, qui était notre visiteur du soir. Merci infiniment. Merci. Le Grand Soir continue avec le Grand Soir Écho dans quelques instants. Quelles sont les entreprises préférées des Français ?